Je suis Philippe Trintignac, bienvenue dans Impact, le podcast proposé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Dans chaque épisode, nous échangeons avec une personnalité locale pour découvrir son parcours et explorer avec elle la notion d'impact. Quelle personne l'a le plus influencé dans sa carrière, dans sa vie? Quel impact veut-elle avoir sur son organisation, sur son territoire? Quelles traces peut-elle laisser autour d'elle? Nous donnons la parole à celles et ceux qui osent, qui font bouger les lignes, qui entreprennent, bref, qui veulent avoir de l'impact. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Impact le podcast. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui David Tapissier. Bonjour David. Bonjour. Après 25 ans de journalisme, David a opéré un virage radical et il a ouvert un bistrot, un café-épicerie bistrot à Écoches dans la Loire. Une petite commune de 500 habitants. C'est ça. Voilà, après 25 ans de journalisme, David, pourquoi ce virage, radical? Plusieurs étapes. Bah, d'abord, moi, l'hôtellerie, c'est un truc, donc j'ai eu une formation hôtelière, il y a plus de 25 ans, il y a une trentaine d'années et puis donc, pour des raisons, voilà, j'ai fait du droit après et puis je me suis retrouvé journaliste parce que c'était un métier passion. Mais j'ai toujours gardé dans un coin de la tête, l'idée de, revenir, à ses premiers amours qui étaient la cuisine, qui était, le service, aux gens et lorsque la possibilité s'est créée, j'ai une maison dans un petit village dans d'Écoches depuis une quinzaine d'années et il y a eu un projet qui s'est monté, avec un changement de propriétaire, un changement de lieu pour le bistrot, épicerie, café, un peu resto, dans le village et bah, je suis allé voir le maire que je connais, Jean-Charles Buteau et je lui ai demandé, je lui ai dit: «Bah, tiens, ton projet ça m'intéresse». Il me dit: «Bah, propose-moi». Je lui ai proposé, 5 pages, une ligne directrice et il m'a dit: «Bah, go, c'est toi qu'on veut». Je crois que c'est le seul commerce Oui, à Écoches. tout à fait. Du coup, ça a dû être un peu la révolution dans le village ou en tout cas, comment ça se passe? Parce que c'est particulier quand même d'ouvrir, le seul commerce. Alors c'était déjà avant le seul commerce, parce qu'il y avait déjà un bar, qui était plus bar-restaurant, avec une micro-épicerie. Joël, 72 ans et voilà, qui vivait vraiment pour le village, qui était, corvéable et qui donnait son temps, pour tous les gens du village. Ça existait déjà. Après il y a eu un tatoueur, il y a eu 2 petits commerces, mais vraiment, 580 habitants, c'est compliqué d'avoir 2 ou 3 commerces. Il y a pas de coiffeur, il y a pas de boulangerie, il y a eu des essais, mais ça a raté et du coup, il fallait pour le maire, c'était indispensable que, le bar, épicerie, restaurant soit repris. C'était, sinon c'est la mort d'un village. De toute façon, on le sait, il fallait que ça continue donc quand il a su que l'autre fermait, il a cherché une alternative, il a cherché une solution pour que le lieu perdure dans le village et ils ont investi, près de 800 000 € sur un bâtiment central dans le village avec en bas donc le commerce et au-dessus 2 appartements. D'accord et pour revenir sur ton parcours, Mmh. donc 25 ans de journalisme, c'est ça? Dans quel, pour quel support? Alors j'ai commencé, en stage à Vaucluse Matin et puis assez vite, je faisais mes études de droit à Lyon et donc à Saint-Étienne pardon et donc j'ai commencé, à travailler à Saint-Étienne, à la Tribune et puis au bout de 5 ans, j'ai commencé à faire les CDD et puis je suis rentré dans le turnover des CDD journalistes et puis on m'a proposé, Lyon et je suis parti à Lyon et voilà. Donc depuis, j'ai fait ouais 20 ans à Lyon. D'autres coins à Villefontaine, je suis parti à Bourgoin et tout, mais journaliste à Lyon, voilà. Avec une spécialité? Pas mal de culture, j'ai suivi la BD pendant plus de 20 ans. Au départ, je voulais faire le sport puisque voilà, j'étais sportif, dans une autre vie et je m'étais dit: «Ah ouais, je veux faire le sport» puis j'ai un collègue qui est rentré à la place au sport à Saint-Étienne 3 jours avant moi et donc je me suis retrouvé à la locale de Saint-Étienne. Ce qui fait que la locale, c'est devenu quelque chose d'assez naturel pour moi, de rencontrer les gens, de discuter, de leurs petits problèmes quotidiens et tout et j'ai fait après, 10 ans à la locale de Lyon, faire un peu la même chose. Et du coup, est-ce que cette expérience te sert aujourd'hui? Alors, je vais dire que oui, dans le sens où le contact est toujours là. Pour moi, c'est indispensable, c'est un métier de contact, plus que bar, épicerie, restaurant, qui est
j'allais dire, ou un métier de bouche, ou c'est de donner du plaisir aux gens et c'est de discuter avec les gens, de les écouter, et ça, c'est vraiment le point commun. La seule différence, c'est que quand on écrit, on essaye de raconter des belles histoires, on essaye de faire ressortir les problèmes, on essaye d'aider les gens. Là, je peux plus écrire quoi que ce soit sur eux. On fait quelques brèves de comptoir, on anime les réseaux sociaux, mais ça s'arrête là. Par contre, je trouve indispensable, ce lieu de lien social. C'est le bistroquet, c'est le nom donc du bar-restaurant-épicerie. Hem, c'est un lieu de convivialité, voilà. Donc le journalisme, c'est la communication, on va dire, c'est le lien et moi, ça me permet de pouvoir, communiquer avec tous ces gens facilement. D'accord. Donc on est dans un village de 580 personnes. C'est ça. C'est principalement ta clientèle ou est-ce que tu arrives à rayonner, un petit peu au-delà? Et 2e question, comment as-tu été, accepté, par aussi, les habitants? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. La première, c'est, 580 habitants, mais énormément de résidences secondaires. On a à peu près 30 de résidences secondaires, souvent à des Lyonnais. Nous, on a commencé comme ça, hein, avec mon épouse, on est arrivé il y a 14 ans, à Écoche. On cherchait un endroit, pour pouvoir passer le week-end, pour, se changer les esprits, pour que nos enfants puissent être, voilà, à la campagne. Moi, j'ai eu toujours une maison secondaire à la campagne, je trouvais ça génial. Et donc on a commencé comme ça et très vite, je me suis mis au comité des fêtes. Donc je commençais à connaître les gens du village, je venais aider pour les soirées, à débarrasser, à machiner. Voilà, parce que je trouve que c'est important aussi, j'étais client du bar, restaurant avant, je connaissais bien Joël. Donc voilà. Après, donc c'est comme ça que je connaissais un peu le village. Il n'empêche, dans des villages comme ça, c'est rural, c'est rude. Je ne serai jamais écochois et ça, je le sais, dans 2 générations de mes gamins, ils seront toujours pas écochois, voilà et c'est pas grave, pourquoi? Parce que la typologie du village a changé, j'allais dire que les vrais écochois aujourd'hui, il y en a très peu. Le maire est un ancien Lyonnais, donc il y a eu vraiment un gros brassage et Écoche justement, je trouve que le village aujourd'hui, c'est devenu ce mélange un petit peu d'écochois, de néo-écochois, de dorifort, comme ils disent, qui sont les Lyonnais. Voilà, c'est un mélange comme ça. Et du coup, j'ai toutes ces populations au bistroquet. Et c'est ça qui est chouette, et c'était aussi le fond du projet. Être capable de répondre à la demande de toutes ces populations, pas que des écochois. Surtout pas faire un lieu bobo pour les Lyonnais, mais un lieu où tout le monde s'y retrouve et surtout tout le monde se mêle. Et ça, c'était le vrai enjeu, c'était mon objectif. Et comment on arrive à créer cette «mayonnaise» entre Ouais. guillemets entre, alors c'est voilà. Non mais comment David, tu y parviens? Ouais. Alors, pour l'instant, je pense y parvenir. Comment? En mettant plusieurs points déjà, hyper précis, sur la table, c'était dans le projet dès le début. C'était mettre le commerce local en avant. C'est-à-dire pour moi, c'est hyper important que les gens du village se sentent, chez eux et soient fiers de leur coin. Donc ça passe par, toutes les tables ont été nommées par, des quartiers du village. Donc on a 20 tables et elles ont toutes un quartier du village. Ce qui est sympa parce que comme ça, les gens quand ils viennent, ils disent: «Ah bah tiens, je vais me mettre dans mon quartier» et ils s'installent à la table souvent, ça c'est un peu des running gags et ça leur plaît bien et surtout, ils s'identifient. C'est vraiment le bar de mon village. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les quartiers de mon village, tous les lieux de vie. Voilà. Même le mien, nous on est à l'Ardilla. L'Ardilla, c'est sur le bar puisque, on est parti du principe que, bah, chez moi, c'est le bar. Heu, ça, c'est la première chose. Après, il y a ce côté, commerce local et travailler avec des producteurs locaux. Parce que j'ai tenu vraiment à ce qu'on ne soit pas une succursale de métro ou d'un proxy, local. Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer de la super cam, parce qu'on a beaucoup de chance. On est pas loin du Brionnais, on est donc juste à côté de la Saône-et-Loire. On a la Loire avec tous les légumes et les fruits. On a, les vins, de la côte rouennaise. On n'est pas loin de Mâcon. Donc on a vraiment une synergie de super, super producteurs. Donc j'ai 14 ou 15 producteurs locaux avec lesquels je travaille pour ma viande, mon fromage, ma charcuterie, même le café. On a un enfin, juste à côté de chez nous, quelqu'un qui torréfie le café. Donc on a du café local, pour le coup, hyper frais et c'était vraiment, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin pour
inculquer ça aux gens. Ils ont l'habitude de manger des bons légumes, ils font tous leur potager. Mais ça va plus loin que ça. C'est vous venez chez nous, et ben vous allez voir qu'on va mettre en avant des produits locaux. Et je le dis, et je parle de mes producteurs sur les réseaux sociaux, et je parle de mes producteurs à tous les clients. Et c'est vrai, quand ils mangent, je leur dis voilà, tout est fait maison. C'est moi qui fais tout, je fais mes courses, on en parlera certainement plus tard le lundi. Et donc tout est fait maison. Et ce qui permet aux gens de se dire: «Waouh, c'est vrai, c'est bon, c'est bien et en plus, on est, dans le local» et c'est hyper important. Et le troisième point, comment est-ce qu'on fait pour lier tous ces gens-là? C'est, l'accueil. Moi, c'est ce que avec, ma salariée, avec Anne, dès le début, c'est même primordial. C'est le côté journaliste qui ressort, mais il faut être capable d'écouter les gens, de comprendre les gens et surtout qu'ils se sentent bien au bistroquet. On a fait une ambiance un peu cosy, et quand tu vas là-bas, les gens, tu te sens bien, tu te choisis ta table avec le nom de la table, voilà, tu es avec tes amis. On a des prix campagne, c'est-à-dire c'est pas cher. Même le menu, entrée, plat, dessert, tout fait maison avec des produits locaux à 18 € et les gens du coup, eh ben, ils se sentent comme au restaurant et ça, c'est hyper important et comme tu as les Lyonnais ou les locaux qui viennent, ils se retrouvent à des tables à côté et les échanges se font assez naturellement. Le bar et le restaurant sont liés par c'est une seule et même pièce, donc tu peux mettre quelques tables du restaurant quand tu es plein au bar ou s'il y a des gens qui veulent boire un coup tranquille, on les met au restaurant et donc ça crée des liens et on a énormément de gens qui ne se connaissent pas et qui discutent et quand on arrive à ça, et ben moi je faisais ça pour ça et je suis ravi. Au niveau de l'activité, donc on a de la restauration, Mmh. du café, Ouais, mais aussi de l'épicerie. oui. Je crois que tu proposes, à la vente, quelques produits, de la presse aussi? Oui, tout à fait. Et est-ce que ça, dans le modèle économique de ton entreprise, c'est absolument indispensable d'avoir, ces différentes options? J'imagine que pas très loin, il doit y avoir un supermarché, voilà, ou peut-être d'autres, commerces. Est-ce que ce triumvirat-là entre café, épicerie, restauration, c'est un indispensable, pour, vivre, pour que l'entreprise perdure? Alors il y a 2 choses. Il y a ce qui est indispensable pour moi et ce qui est indispensable pour la commune. Pour la commune, c'était le deal de départ, on disait épicerie, restaurant, bar. Moi, ce que j'ai proposé, c'est pas tout à fait ça. Alors épicerie, il y a un proxy à 5 kilomètres, il y a un immense Intermarché à 7 kilomètres. Donc moi, j'ai dit au maire dès le début: «Je vois pas l'intérêt de faire une épicerie, avec des produits que tout le monde trouve partout». Donc moi, ce que je vais proposer, c'est des produits locaux que j'utilise à l'épicerie pour le vendre à tout le monde et également au restaurant pour, utiliser les produits, quand ils arrivent, en limite ou pas, mes fromages pour faire des tartes ou, des plateaux de fromage ou les assiettes de fromage, je les sers aussi au restaurant. Et également des planches apéro le vendredi soir et le samedi soir avec les produits d'épicerie. En fait, ça me permet de faire un lien entre les 3 entités avec le local. Et je travaille après avec une entreprise qui s'appelle Distrasure, qui me fournit tous les produits d'épicerie. J'ai à peu près une soixantaine de références, qui sont pas du bas de gamme, mais qui sont pas non plus de l'épicerie fine fine. On est dans un entre-deux qui permet aux gens de trouver tous les produits qu'ils veulent. Tout est bio, parce que pour le coup, je pense que c'est important si je peux mettre en avant le bio et des bons produits de qualité. Et des produits locaux, on retrouve mon café, on retrouve, le miel local, on retrouve des pâtes locales, on retrouve, voilà et je vais essayer, dans l'année qui vient, d'agrandir un peu tout ça. L'épicerie, dans un premier temps, on l'a mis de côté parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail l'épicerie. Donc j'ai ouvert une épicerie avec, une dizaine de produits locaux, avec Distrasure qui me propose un fonds. Mais cette année, on va essayer de répondre encore plus pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires de l'épicerie. Aujourd'hui, c'est le resto, le bar et l'épicerie. Mais les 3 sont indissociables pour la D'accord. mairie. Et de la presse? Et la presse évidemment, j'ai Le Progrès donc voilà, quotidien, c'est pour moi indispensable et aussi Le Pays Rouennais qui est l'hebdo. Donc c'est aussi les moyens de faire venir les gens, mine de rien. Ouais. Pour la presse, pareil pour, heu, le pain, on fait des pots de pain. Donc les gens le matin, bah, il y en a qui viennent chercher leur pain, au passage ils boivent un petit café, et c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître et qu'on discute, du concept. Revenons sur, ta clientèle. Mmh. On est sur
quel profil d'âge? Et encore une fois, est-ce que la zone de chalandise est suffisante pour vivre, en fait? Ou faut-il vraiment attirer? Parce que Ouais. tu disais, il y a des locaux, il y a des Lyonnais ou peut-être des Rouennais qui ont des maisons secondaires, dans le coin. Est-ce qu'il y a aussi une activité touristique pour, compléter, aussi, l'activité ou pas? Alors il y a un peu de tout, c'est ça qui est, justement un travail d'équilibriste. La plupart des bars, restos, jusqu'à présent, pas faire de généralité, mais tous les lieux qui sont comme ça dans les villages aux alentours, c'est toujours un peu le même modèle. C'est, voilà, resto, pas routier, mais un côté quand même très proximité, qui répond à un vrai besoin. Parce que les gens souvent, il y a tous les artisans qui doivent manger vite et cetera, donc qui viennent dans nos petits, lieux de restauration, qui mangent en une demi heure, en une heure et qui repartent ensuite. Après, il y a tous les Lyonnais qui viennent et qui trouvent ça hyper sympa, un bar de village. Il n'empêche aujourd'hui, je pense que tu ne peux plus être qu'un bar de village pour vivre. Pourquoi? Parce que tu me parlais de la clientèle. Et ben, il y a au début du s dix dans les années 20, donc il y a un siècle, il y avait 19 bars à Écoche. Quand je dis 19, c'est pas que des bars, mais il y avait des petits points où tu pouvais boire le rouge, 19. Aujourd'hui, il y a plus qu'1 commerce à Écoche, pour dire le parcours, le chemin qui s'est fait. Tous les jours, il y a des bars, restaurants, épiceries qui ferment en France. C'est pourquoi? Parce que les gens ne viennent plus et ça, c'est une réalité. Moi, sur 600 personnes à Écoche, j'ai une centaine, 80 personnes qui viennent régulièrement, pas plus. Les autres, ils vivent sans le bar. Ils n'ont plus le réflexe de venir boire un coup, un café, un apéro, et c'est aussi l'évolution de la vie. Le covid a fait beaucoup de mal aussi à tous nos lieux de restauration et donc, on est obligé de répondre au-delà du village. Parce que pour moi, c'est ça le truc. Et donc en mettant en avant des producteurs qui sont à 10 kilomètres, 15 kilomètres, 20 kilomètres, on touche aussi d'autres publics, d'autres villages aux alentours. Je fais mon marché à 25 kilomètres de Lyon d'Écoche tous les lundis soirs et du coup, je parle avec les producteurs, je parle avec les gens qui font le marché là-bas avec moi et je leur dis: «Bah, nous, on est à Écoche, on est là-bas et on travaille avec un tel et on travaille avec un tel. Ah, je vais venir vous voir» et cetera. Donc automatiquement, on attire d'autres clients que les Écochois purs et durs. Les Écochois sont super fiers de leur commerce. Pourquoi? Parce que c'est neuf, c'est beau, la mairie a fait du super boulot, heu, parce que c'est bon, c'est ce qu'on me dit donc nous on est ravis et parce que c'est accueillant. Voilà. Aujourd'hui, les femmes peuvent venir, boire un coup entre elles, les familles viennent aussi et souvent dans le rural comme ça se perd un petit peu. Les familles ont moins l'habitude de venir, on y va l'été sur la terrasse, mais l'hiver, on va peut-être pas boire un chocolat parce que c'est dans la mentalité, on va pas au café quoi, on va pas au bar, Mmh mh. on ne va plus au bar. Alors que là, c'est pas un bar, c'est pas un resto, c'est un lieu de convivialité, un peu à la bar, un peu bistrot. C'est pour ça que je mets le bistrot en avant, avec une épicerie qui propose des produits différents des autres. Et donc, c'est ce côté un peu, ouais, hybride, je pense, qui peut faire que ça marche. Et est-ce que à l'heure, d'internet et du digital, est-ce que les avis sur internet, j'imagine que tu as un site ou que tu as une fiche, Google, tu es référencé. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que ça c'est important? C'est un phénomène d'attraction? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes de près? Et alors là aussi, dans le village, c'est le bouche à oreille. Dans le rural vraiment, c'est que le bouche à oreille qui fonctionne. Et donc les gens nous disent, «Ah bah tiens, j'ai une amie qui me disait, elle était à Roanne et elle parle avec, un copain rouennais qui leur dit: "Ah mais vous habitez à Écoche? C'est là où il y a le bistrot quai?"» Alors quand on commence à entendre ça, moi ça me fait, hyper plaisir. C'est-à-dire qu'on est à 30 kilomètres ou 25 kilomètres, tu as des gens qui ont entendu parler de nous à Écoche et on devient aussi un peu un pas l'attraction première parce que c'est très prétentieux, mais en tout cas, on joue un rôle sur le village et ce que je trouve, hyper intéressant. Après, les réseaux sociaux, moi qui viens du journalisme, c'est quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire que les Lyonnais, pour parler d'eux, mais aussi les urbains plus généralement, font attention à ça. Donc ça sera, Instagram, ça sera Facebook pour le côté un peu plus rural, mais à Lyon, c'est vraiment plus Instagram. Donc on fonctionne les 2 et les posts vont aussi bien sur l'un que sur l'autre.
On parle de ce qu'on y fait, on parle de nos recettes, on parle de la musique qu'on aime bien, on parle des phrases un petit peu drôles, on parle de tout ce qu'on veut mettre en avant, de nos producteurs, parce que ça, c'est important. Et donc du coup, on attire comme ça un autre public qui voit ça et qui disent: «Ah bah tiens, ah ça a l'air sympa, j'ai vu ça», et on met tous les jours à 10 heures nos menus. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a des gens qui tombent à 10 heures, qui regardent le menu de ce qu'il y a à bistroquer. «Oh, ben il y a ça à manger, j'appelle pour réserver». Mmh. Donc en fait, les réseaux sociaux jouent un vrai rôle aujourd'hui et on a un site internet, mais qui est plus une page simple. Mais les réseaux sociaux jouent un vrai rôle et pour nous, on sait et on y tient que, ça nous permet d'avancer et ça nous permet de parler à d'autres publics. D'accord, et est-ce que tu as été confronté déjà à des avis mitigés ou des avis négatifs? Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, il y en a, on s enfin, on peut pas être aimé de tout le monde et ça, c'est un grand principe, et j'espère d'ailleurs, voilà, moi, ce qu'on veut faire au bistroquet, nous, c'est, attirer le plus grand nombre et attirer le plus grand nombre, ça veut aussi, par moment, bah, il y a des gens qui vont dire: «Ah ouais, mais ils se prennent pour d'autres et tout». Nous, avec Anne, l'idée, c'est vraiment d'être le plus humble possible. Je suis pas un chef cuisinier à la base, j'ai fait de l'hôtellerie, de la restauration, mais il y a très longtemps. Moi, j'essaye de cuisiner les bons produits que j'ai de la chance, j'ai des super produits, donc c'est plus facile. Si je loupe pas mes recettes, je proposerai de la bonne came. Mais, oui, on peut avoir, des gens qui disent, «Ouais, c'est pas sympa, c'est pas bon», ça peut arriver. Pour l'instant, je touche du bois sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Google, voilà, on n'a que des avis, qui sont plutôt positifs et ça, je trouve ça chouette parce que ça d'abord, ça nous donne de l'allant, ça nous donne envie et les gens sont contents et quand ils viennent manger, la plupart nous disent: «Bah, on va revenir parce que c'est bon et que c'est sympa». Parlons un instant de ton parcours d'entrepreneur du coup. Mmh. Hem, Au Bistroquet a été monté il y a 1 an à peine. Mmh. Tu as découvert, l'entrepreneuriat après 25 ans de journalisme. Alors, quelle aventure! Oui, alors ça c'est une évidence. J'ai toujours été salarié, donc quand on est salarié, et ça c'est une réalité qu'on ne dit pas assez, on a un vrai confort de vie. Heu, Tous les mois on touche notre salaire, qu'on travaille beaucoup, qu'on travaille peu, qu'on ait beaucoup d'activités ou qu'on touchera la même chose et on s'inquiète pas de ça. Et on a une mutuelle et on a voilà et on n'a pas de frais et en fait, c'est quelque chose qui est devenu, pour moi, qui était la normalité. Je connaissais que ça et voilà. J'ai la chance d'avoir une épouse qui est entrepreneuse, déjà à la base, donc qui a sa propre entreprise et que je voyais galérer. Je la vois, faire beaucoup d'heures, je la vois, se pencher sur son bilan, je la voyais mais tant que tu es pas confronté et du coup, voilà, je me suis plongé là-dedans, j'ai arrêté d'être journaliste en janvier 2025. J'ai ouvert en mai 2025 et les 4 mois m'ont servi aussi à faire les formations et à apprendre un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Mais j'ai pris une vraie claque. J'ai pris une vraie claque parce que, on compte pas ses heures, on est stressé par beaucoup de choses. C'est une réalité, hein, ça, on est inquiet, on a beaucoup de charges à payer. Et c'est vrai que, la satisfaction qu'on a, c'est qu'on est son propre patron et ça, c'est indispensable, heureusement qu'on a ça. Mais ça veut dire aussi que lorsqu'on prend des jours de vacances et ben, c'est des jours où on ne rapportera pas d'argent. Donc l'entrepreneuriat est quelque chose de vraiment, vraiment différent de tout ce qu'on peut connaître quand, on est salarié. C'est un vrai bouleversement de vie, ouais. Et est-ce que tu as bénéficié d'accompagnement, d'aide pendant cette période? Alors j'ai eu de la chance, mais c'est parce que je pense qu'en tant que communicant venant du journalisme, j'ai pensé à aller demander à droite, à gauche, un peu comment. Donc j'ai De je me la suis mairie d'abord? alors de la mairie, Sur le bâtiment? évidemment. La mairie, a fait du coup un loyer, on va dire protégé. Je paye, 400 € par mois, pour la location du lieu. Pour un équivalent à Lyon, je paierais 1 500. Donc il est évident déjà que c'est quelque chose d'impactant, sur mon budget, voilà. Le lieu est plutôt bien fait. En tout cas, tout est neuf. La mairie a fait ce qu'il fallait
j'ai une jolie terrasse. La place du village a été complètement refaite dans l'esprit parce que quand tu as un commerce sur la place du village, tu as une très belle place du village. Donc ça, c'est sûr que la mairie, et puis la mairie me soutient aussi, c'est-à-dire qu'ils sont très fiers, très contents. Les élus viennent souvent manger, enfin voilà, à titre personnel en plus, hein, donc voilà. Après, il y a les structures parallèles, donc la région aussi bien, mais la communauté de communes, Loire Initiative, et ça, c'était hyper intéressant et important, c'est qu'il y a des subventions. Moi, je connais pas tout ça. Il y a un prêt d'honneur, il y a des choses, et donc Loire Initiative m'a aidé à obtenir, le soutien de la BPI, un prêt aussi, pour pouvoir créer mon projet. La communauté de communes m'a donné des subventions, m'a énormément aiguillé aussi sur tel ou tel moyen de communiquer, et cetera. Et la chambre de commerce et d'industrie, pour le coup par Véronique Chassin, qui est basée à Roanne et à Charlieu, a pu me permettre de m'accompagner sur les différents dispositifs où on pouvait avoir un peu d'argent. Et ça, c'est vrai, quand on crée quelque chose, avoir des aides pour le matériel qu'on achète ou quoi que ce soit, ça rassure aussi. C'est-à-dire que j'ai eu, je crois, 20 pour la région et 10 par la communauté de communes. C'est 30 de mes investissements, donc j'ai eu, 4 ou 5 000 € qui finalement vont me permettre d'avoir, de l'argent sur le compte et de faire un peu de trésorerie, et ça, c'est hyper important aussi, quoi. Au-delà des subventions, David, est-ce que ces personnes, qui ont entouré, le montage de ton projet t'ont aussi donné des conseils? Oui, alors ils ont un vrai rôle, de toute façon, de conseil, de formation, pour me permettre en fait de progresser, parce que comme je disais, le journaliste, salarié, il connaît rien à tout ça. En tout cas moi, le bilan comptable, je sais pas ce que c'est, voilà les investissements, la notion d'investissement, fiscalement sur plusieurs années, c'est du chinois pour moi. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais ça l'est encore. En un an, finalement, tu apprends énormément, mais tu apprends aussi parce que on t'aiguille, on te donne des conseils, on te dit: «Bah, tiens, ça, c'est bien». La chance que j'ai eue, c'est que le projet de base, hem, était bien ficelé et je savais exactement où j'allais, et ça, c'est une vraie problématique. Je pense quand on monte l'entrepreneuriat, quand on monte une idée, faut pas avoir de certitude, mais il faut savoir où on veut aller, et c'était la chance. C'est un projet j'ai monté avec mon épouse. On a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut tourner ça, et après c'est vrai qu'on écoute les gens. On écoute. Moi, j'ai fait un questionnaire à tous les villageois. Je leur ai donné: «Qu'est-ce que vous attendez de ce lieu? Est-ce que vous attendez plus ci, plus ça?» Un point relais colis. Alors on m'avait dit oui. Finalement ça s'est pas fait parce qu'aujourd'hui il y a que des lockers et ils veulent pas de moi, mais c'est pas grave, et à partir de ce moment-là, les gens se sentent écoutés et se sentent, en tout cas s'investissent un petit peu de manière indirecte, et ça, c'est ce qui est dit aussi par, la communauté de communes, par Elsa, par, Véronique, ou voilà, par, Loire Initiative, où, ils nous mettent en relation avec d'autres personnes comme nous. Heu, bon, moi je suis à Écosse, je suis vraiment perdu, donc par rapport à tous les autres, je suis à 1 h 15 de Saint-Étienne, à 45 minutes de Roanne, donc tout ce qu'on me propose, je peux pas y aller, faut être clair, c'est compliqué. Il n'empêche que ça fait des liens, ça fait du bien aussi de voir que, on n'est pas tout seul, et que, on peut, si on a besoin, moi j'appelle, mes 3 interlocuteurs, quand j'ai un souci, je les appelle et un petit conseil en me disant: «Bon, voilà, ci ou ça», et ils sont venus me voir dans mon bar pour voir le lieu, pour voir ce que ça donne et me dire: «C'est bien, comment tu fais ça? Tu fais ça, ah, c'est bien, essaye ça peut-être, la communication, comment tu communiques?» C'est hyper important. On se sent aidé et on se sent soutenu. Et au niveau de la banque, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas Alors, forcément facile pour une banque, d'investir sur ce type de projet. tout est dit, tu as tout dit. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est plus aidé, qui n'est plus accompagné, du tout. Quand moi je suis arrivé avec mon projet, je suis allé voir 3 banques sur les conseils de mon expert comptable. Il me dit: «Je les connais super bien, tu vas voir, eux, eux et eux». J'ai super accroché avec un premier, j'ai bien accroché avec un deuxième, un peu moins avec le troisième. Donc j'avais 3 pistes. Je vais voir le premier me dit: «Je vous soutiens, je veux vous être avec vous, je veux voilà, j'habite un petit village, je suis le directeur de l'agence, il y a pas de souci, on va vous prêter». J'avais besoin de 50 000, 45 000 ou 40 000 €, ce qui est pas beaucoup,
parce que la mairie, a fait déjà beaucoup. Donc c'est un petit projet, mais malgré tout, c'est 40 000 €. Et heu et il est allé présenter le dossier qui était hyper ficelé. On lui a dit: «Il est chef cuisinier?» Alors il dit: «Bah non, il a un BTS de cuisine, hôtellerie, gestion, restauration, mais il est chef cuisinier?» «Non». Eh ben, c'est non. Le gars est revenu en me dit: «Je suis désolé, moi je crois en votre projet, mais Paris ou la région, ils savent pas ce que c'est Écoche, ils connaissent pas les problématiques, ils vous connaissent pas». Et ils ont dit: «Non». Bon ben, très bien. Du coup, je suis allé voir, le deuxième contact avec qui ça s'était bien passé et qui m'avait dit: «Nous, on vous suivra». Je vais la voir, on signe finalement pour 40 000 € et tout va bien et elle me dit: «David, on a eu de la chance. À 24 heures près, Paris a bloqué tous les dossiers CHR. C'est-à-dire tout ce qui concerne café, hôtellerie, restaurant, désormais, ne finance plus. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut monter un bar, restaurant, épicerie n'est pas suivi par les banques. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que, de ce qu'ils disent, beaucoup de projets sont un peu bancals, il y a beaucoup de reconversions où les gens ne sont pas prêts à faire ça et font un petit peu ça, au doigt levé, au doigt mouillé, en disant: «Bah tiens, je vais faire ça, c'est un concept, ça va plaire à tout le monde et tout». Et ça plante au bout d'1 an ou 2 ans et ça, les banques, ne veulent plus financer de trucs comme ça. Donc j'ai de la chance, je touche du bois, mon projet, a été suivi par ma banque, mon expert comptable était convaincu que ça marcherait et pour l'instant, en tout cas, on est dans les clous. On est dans les clous. Et est-ce qu'il y a un écart entre ton idée initiale, ton rêve initial et le projet tel qu'il est, aujourd'hui? Est-ce que tu as pivoté? Est-ce qu'il y a des choses qui ont radicalement changé? Foncièrement, non et ça, c'est ce qui fait que je suis pas dans la difficulté. En tout cas, c'est-à-dire que, dès le début, de toute façon, j'ai parlé avec les locaux. L'avis des Écochois, était indispensable. Le maire a adhéré sur le projet initial, donc ça aussi, ça aide pas mal. C'est quand même eux les propriétaires. Si le maire m'avait dit: «Ah ouais, mais on voudrait ci ou on voudrait ça», voilà. Moi, le projet initial, il est hyper simple. On n'est pas un restaurant, on est un bistrot. C'est-à-dire qu'on propose 2 ou 3 entrées tous les jours, un plat du jour, 2 ou 3 desserts tous les jours. Et ça, on ne dérogera pas. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me dire: «Ah, je voudrais un steak frites», ben non, on n'a pas. Aujourd'hui, c'est, blanquette de veau avec une purée maison ou, un sauté de porc ou, des côtes de porc ou, des suprêmes de poulet ou voilà. Mais le steak frites, c'est le samedi. Samedi, on fait du bœuf charolais, tous les samedis avec des frites maison, double cuisson, tous les samedis. Et les gens connaissent le rendez-vous maintenant, ils commencent à venir que pour ce rendez-vous-là. Mais on n'est pas un restaurant et on peut pas l'être. Je suis seul en cuisine, je fais mes courses le lundi avec les produits du marché. Les gens qui me demandent: «Oh, on peut avoir des tomates provençales?» Bah non, on a pas de tomates. «On peut manger des grenouilles?» Bah non, je ferai jamais de grenouilles, elles viennent de Turquie ou du Vietnam. Donc non et à partir de ce moment-là, au départ, les gens: «Ah bah, pourquoi?» Et après, je leur explique la démarche, je dis: «Ben non, parce que nous, on souhaite vraiment mettre en avant le commerce local, les petits producteurs. Actuellement, il y a pas de tomates. Mon fournisseur de légumes, il a pas de tomates. Alors oui, on bouffe beaucoup de choux, voilà, ça commence à être lassant, mais c'est comme ça. De la mâche, pas mal de mâche. C'est aujourd'hui, en ce moment, c'est les carottes, les patates nouvelles, un peu d'épinards, mais on ne fait pas on n'a pas on n'a pas de fraises, pour l'instant, voilà, c'est des pommes, des poires et les gens commencent à l'entendre et ça commence à faire son chemin et c'est important parce que de toute façon, c'est l'idée qu'on avait au départ et c'est l'idée qui, pour l'instant, fonctionne. Donc il y a pas de déception entre l'idée initiale et le projet adapté aux demandes de la clientèle, aujourd'hui? Il y en a parce qu'il y a des gens, qui me disent, enfin alors s'il y en a, je pense qu'il y en a parce que les gens veulent toujours plus. Aujourd'hui, je suis ouvert le mardi midi, mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi, samedi midi et le vendredi soir et samedi soir pour faire des planches ou des groupes au-delà de 15 personnes et là, je fais à manger. Mais le samedi soir, tu viens réserver pour 4, je te dis: «Bah, ça sera des planches, je cuisine pas». Ou le dimanche midi, les gens me disent: «Ah, vous faites pas à manger dimanche midi?» Non, je fais pas à manger le dimanche midi. Ça paraît, et donc les gens, automatiquement, ils ont une déception parce qu'ils se disent: «Ah ouais, mais bon, il y a pas de resto pour manger le dimanche midi». Alors, j'entends, je suis d'accord avec eux, c'est très compliqué de manger le dimanche midi. Mais aujourd'hui, moi, je fais 70 heures, entre 70 et 75 heures par semaine. Ça me paraît pas mal,
surtout quand tu viens du métier de journaliste où tu fais 35 heures, hein, voilà. Et j'ai une anecdote des paysans locaux qui viennent boire le café ou l'apéro à la maison au bistroquet et qui je leur dis ils me disent: «Alors David, ça va et tout?» Je leur dis: «Ouais, moi je découvre, 70 heures par semaine, c'est raide quoi». Et puis là, ils me regardaient et ils me disent: «Bah, avant tu travaillais à mi-temps, maintenant tu sais ce que travailler à plein temps». Et on peut rien leur dire parce qu'eux, ils font 70 ou 80 heures et c'est leur quotidien. Donc se plaindre vis-à-vis d'eux, c'est déplacé et Mmh. donc et c'est eux qui ont raison. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que, avoir ta propre boutique, être entrepreneur, c'est bosser entre 70 et 80 heures par semaine et pour autant, tu peux pas répondre à la demande de tous les gens. Donc aujourd'hui, j'essaye de faire au mieux avec ce qu'on fait de mieux, de proposer un service qui plaise au plus grand nombre, mais je peux pas répondre à la demande de tout le monde et j'ai besoin de me préserver aussi, puis j'ai 55 ans et j'ai besoin d'être capable de durer. Parce que le maire, il compte sur moi pour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans et les villageois comptent sur moi pour dans 5 ans, dans 10 ans. Donc je peux pas faire, 90-100 heures par semaine et me tuer à la tâche et leur dire, dans 3 mois ou dans 4 mois: «Je rends mon tablier, j'arrête». Parce que ça serait une catastrophe. Mmh mh, mmh. Et as-tu, dans ce parcours d'entrepreneur, qui est spécialement exigeant quand on fait du CHR, hein, du café, hôtel, restauration, en plus tu es en cuisine, Mmh. vous êtes seulement 2 dans l'entreprise si j'ai bien compris. Mmh. As-tu découvert des ressources insoupçonnées chez toi? T'es-tu découvert à 55 ans, d'autres, qualités, défauts, je n'en sais rien, mais est-ce que c'est aussi une aventure, personnelle? Alors ça l'est automatiquement. Familial, ça on pourrait y revenir parce que en fait tu imposes à toute ta famille j'impose toute ma famille, le lieu, et la profession et les horaires et voilà. Et alors oui, tu trouves des ressources insoupçonnées. J'ai un ami à Écoche, qui s'appelle, Benoît et qui a été lui, qui a travaillé dans le bois pendant des années, qui était ébéniste, qui travaillait dans l'ébénisterie, qui m'a dit: «David, la première année, ne vous compte voir plus personne. Tu ne vas pas compter tes heures. Tu vas être épuisé pendant 1 an et au bout d'1 an, tu verras, tu vas commencer à sortir la tête de l'eau». Et c'est vrai que je jouais en mai, et jusqu'à septembre, j'avais perdu 6 kilogrammes. J'étais épuisé parce que, je comptais pas mes heures et c'est une réalité, quoi. Et là, au bout de 4 mois, je me disais: «Mais je vais pas y arriver, quoi. Enfin, faut arrêter. Mmh. Tu vas pas arriver à tenir là». Et petit à petit, tu parviens à t'organiser, à écouter, à discuter, à trouver des moyens pour gagner du temps, à moins te fatiguer et tu arrives à baisser le curseur de la fatigue. Aujourd'hui, ça fait 9 mois, je suis à jour en comptabilité, ce qui pour moi me paraissait un truc improbable. Donc j'arrive, je suis beaucoup moins fatigué et là, on peut permettre au bout de 9 fois de recommencer à voir des projets ou en tout cas faire progresser la structure. On va parler de l'épicerie, où on veut mettre en avant plus de choses dans l'épicerie. Heu la cuisine, essayer de faire aussi autre chose. Le bar, pourquoi pas proposer aussi des alternatives. Mais arriver avec des nouvelles ressources qui finalement étaient là, cachées, mais que tu te découvres, arriver à aller mieux. Mais oui, oui, tu retrouves, des ressources insoupçonnées. Et après il y a la famille où la famille, ils doivent me suivre. Et c'était le deal avec mon épouse, elle m'a dit: «David, on a dit oui dès le début, on te suit». Donc je ne vois beaucoup moins ma femme et mes enfants. Ils sont sur Lyon et ils viennent le week-end, me voir. Moi, j'essaye de rentrer sur Lyon quelquefois. Mais ça, c'est vrai, c'est la vraie difficulté. Il faut être solide en famille, il faut vraiment être soutenu et ça, pour en reparler, si on parle des conseils à donner, mais il faut être soutenu. Pourquoi? Parce que la solitude, il y a des jours où je suis seul et ça fait du bien, mais il y a des fois aussi où c'est dur. Et donc oui, tu as des ressources insoupçonnées et il les faut et tu les trouves, mais c'est pas tout rose. Et voilà, moi je peux pas dire, «Ce projet c'est génial, ce n'est que génial, ce n'est que génial». Oui, je suis ressourcé par les gens qui viennent, qui me disent que c'est bien, qui passent un bon moment. Ça, c'est le moteur, plus que financier d'ailleurs. Heu, mais c'est pas un long fleuve tranquille.
Et alors on parlait des conseils, si justement avec l'expérience et le recul, que tu as maintenant, presque un an après avoir monté, l'entreprise, si tu avais des conseils à donner à des gens qui nous écoutent et qui veulent entreprendre, lesquels seraient-ils, pardon? Alors, moi j'ai quitté déjà une profession qui était le journalisme parce que je pense que c'est une profession qui est en pleine mutation et dont l'avenir, est compliqué. Je continue de le penser, hein. J'en avais pas mal parlé avec tous les jeunes journalistes au Progrès, qui venaient, moi je leur souhaite bonne chance parce qu'aujourd'hui, notre métier n'est plus le même. J'ai pas connu les heures, les glorieuses, je suis arrivé juste après, mais déjà, j'ai vu, la manière dont, le métier de journaliste s'est désagrégé, les conditions de travail sont dégradées. Aujourd'hui, alors quelqu'un qui veut entreprendre, c'est déjà, ficeler son projet, savoir exactement ce qu'on veut faire, sans être obtus. Mais savoir déjà, avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. On peut toujours, évoluer dans son projet de base, mais par exemple changer de manière catégorique, pour moi c'est assez catastrophique. Ça veut dire qu'on s'est planté dès le début et tout le temps qu'on a passé à apprendre, c'est bien. Et si tu changes complètement ton axe, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Peut-être qu'il faudra changer une troisième fois et donc voilà. Mais c'est croire en soi, parce qu'il faut croire en soi, il faut être, voilà, il faut, être convaincu ou en tout cas penser qu'on peut y arriver. Et si jamais tu y vas en disant: «Oh, je sais pas trop», voilà. Mettre tout ce qu'on peut de son côté, donc les heures, pas se limiter en nombre d'heures, se dire: «Bon ben voilà, c'est une réalité, ça va être dur», mais y croire. Bien ne pas hésiter à prendre des conseils autour de soi, de gens qui savent. Moi j'ai fait plein de bars, restaurants, autour de nous parce que tous les lieux autour de chez moi, c'est pas des concurrents. Pour moi, on n'est pas concurrents. On travaille tous dans le même axe, c'est-à-dire, faire vivre les villages autour de nous. Donc moi, quand il faut, je donne, l'adresse à droite, je donne l'adresse à gauche, je conseille, vous voulez des grenouilles? Bah, vous allez au Cadolon qui est à côté, qui les fait tous les samedis. Moi, je les ferai pas et je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on va tous dans le même sens et on va pas, au contraire, descendre, les voisins et cetera. Donc c'est utiliser les ressources autour de soi, hem, les institutions aussi parce qu'ils ont à nous apporter. Et puis bien être très bien encadré familialement. Parce que si on est seul, bon, bah, on n'a pas de problème, hein, on y croit, on est tout seul pour y aller, on y va. Mais si on a une famille, c'est vraiment, vraiment prendre en compte le rôle qu'elle joue de soutien, et l'implication que ça va avoir pour la famille. Parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est être voilà, c'est vraiment être corvéable, à son entreprise au moins pendant 1 an et ça, c'est une réalité et ça, je la vis, c'est rude. Et puis le dernier point, c'est, être ouvert, souriant et passionné. Je pense que si jamais on est capable de transmettre cette passion, de donner du plaisir aux gens par ce qu'on fait, nous c'est de l'hôtellerie donc c'est plus facile, c'est indispensable quoi. Parce que apporter de l'enthousiasme, ça contribue en fait à ce que ça mette en avant le produit. Moi je suis chef dans mon lieu, j'ai décidé de sortir de la cuisine, un peu comme Paul Bocuse, il a initié à Lyon, parce que je pense que c'est indispensable que les gens me voient. Non pas par ego, j'ai aucun ego, j'étais pas chef à la base et je suis toujours pas chef, hein, j'ai pas la prétention. Beaucoup d'humilité, mais je trouve que c'est important de dire: «Bonjour, comment c'était? Est-ce que vous avez passé un bon moment?» et les gens sont d'abord surpris, parce que c'est pas une habitude, hein, de voir le chef, dans les petites campagnes. Souvent le chef est en cuisine, et il reste en cuisine. Comment c'était? Je vais vous parler des desserts parce que pour moi les desserts sont importants. Voilà ce que c'est le petit producteur machin qui a fait ça, la glace vient de tel endroit, le fromage vient de tel endroit et les gens me disent: «Oui, on voit que c'est fait maison» et ça, je pense que ça fait partie du truc pour communiquer la passion et les gens me disent: «Ah bah oui, on voit que vous êtes passionné». Bah oui, je pense que tu ne fais pas entrepreneur aujourd'hui avec toutes les contraintes financières et économiques, qu'il y a, s'il y a pas un peu de passion et s'il y a pas un peu de retour de passion. C'est un échange et voilà, je trouve que c'est indispensable de croire en soi et d'avoir le retour sur ses produits, de les attendre aussi pour pouvoir, avoir un moteur autre que financier. Si tu étais nommé ministre de l'économie, David, pour une période, de 6 mois, 1 an, quelle serait ta principale mesure? Ah déjà, je serais bien encadré.
Parce que je pense que si tu es bien entouré, tu pourras répondre un peu plus. Heu, bon, la politique aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, où il faut vraiment, vraiment s'investir, je félicite tous les maires et tous les élus parce que moi aujourd'hui j'en ferai pas. Mais pour répondre quand même à ta question, on a beaucoup, beaucoup de charges. Je me rends compte, on a beaucoup, beaucoup de charges et c'est vrai que la problématique, c'est d'arriver à vivre. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai Pôle emploi qui me soutient encore pendant 1 an, heureusement, parce qu'aujourd'hui, si je devais me dégager un salaire, j'y parviendrais pas et je pense que la vraie difficulté de nombreux petits commerces comme le mien, c'est d'arriver à vivre avec, finalement, 2 salaires. Moi, j'ai le salaire de ma salariée et le mien. Et je suis convaincu que c'est indispensable d'avoir 2 personnes. Sauf que la plupart des bars, restaurants autour de nous, c'est ou un couple, donc qui se tire un petit salaire pour le couple, ou une personne seule. Et la personne seule, eh ben, au bout d'un moment, elle explose. Parce que, il y a trop de choses, trop de complexité. Donc moi, si j'étais ministre, ce qui n'arrivera pas, mais si j'étais ministre, je me dirais: «Aujourd'hui en France, oui, les grandes entreprises, elles sont bien aidées, mais il y a tout le petit tissu local qu'on oublie un peu trop. On a beau être aidé un peu par les communes, on a beau être aidé un peu par les communes enfin, nous, au niveau national, on aurait besoin d'être aidés, d'avoir, moins de charges, d'avoir, peut-être plus de petites subventions, d'avoir peut-être plus d'aides pour pouvoir durer. Parce qu'au bout de 3 ans, quand, l'Urssaf, quand on va être rattrapé, on n'aura plus les cotisations sociales où on est un petit peu qui sont un peu édulcorées les premières années. Au bout de 3 ans, ça va devenir compliqué et même moi, même si on travaille bien aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir arriver à me dégager, mais je suis même certain de ne pas arriver à me dégager ce que je gagnais quand j'étais journaliste avant et pour 35 heures, alors que je bosse 70. Donc il faudrait aider, vraiment, je pense, le petit tissu local. On a besoin de ça et si on veut que les communes vivent, il faut qu'il y ait des petits commerces et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait, quoi. Si on se projette dans 5 ans, comment tu vois, ta vie? Comment tu vois le bistroquet? Ah, dans 5 ans, alors on est limité de toute façon, nous au niveau place, on a un petit lieu, hein. Heu, Déjà être encore là, pas plus d'ambition. Quand j'étais journaliste, je faisais beaucoup de sujets sur les startups et 3 ans plus tard, il y en avait 1 sur 10 à peu près, peut-être 2 sur 10 qui vivaient encore. Donc je sais que ça, c'est une réalité. Les gens, quand on est entrepreneur, la grande difficulté, c'est de tenir et c'est de vivre et c'est d'arriver à continuer. Donc déjà, j'aimerais être là dans 5 ans, physiquement, parce que ça aussi, 70 heures par semaine à 55 ans, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc j'espère, être encore là. Avoir évolué encore un peu plus vers ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire, je pense, d'avoir développé un peu l'épicerie, un peu plus. Peut-être avoir, si jamais j'ai les moyens, une deuxième salariée pour pouvoir, moi, me dégager du temps, pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de dupliquer le bistrot qu'ailleurs, parce que je trouve qu'on a l'idée en tout cas est importante. Diversifier, mes producteurs, voilà, il y a plein de choses, je pense qu'on pourrait faire et puis ce que j'aimerais faire aussi, pourquoi pas, c'est si j'avais un petit camion et ben, trouver le temps de pouvoir, amener directement les produits, aux personnes seules autour de nous. Parce que c'était avec ma femme notre idée de base, c'est que, je puisse être capable, ils font leurs courses à l'épicerie, de leur amener parce que ça fait du lien social. Déjà, j'amène quelquefois le plat du jour à des gens qui habitent pas loin, du bar, resto et ça, je trouve que c'est chouette parce qu'on fait du lien social et je pense qu'aujourd'hui, dans des petites communes comme ça, on a besoin de lien social. Il faut même les personnes seules, on a besoin de leur dire: «Non, vous n'êtes pas seuls, nous, on est là». Je le répète, ça peut paraître présomptueux, mais je fais pas ça pour l'argent. Vraiment, si j'avais voulu vraiment continuer à bien gagner ma vie, je serais resté journaliste avec un confort de vie, voilà. Il y a vachement de risques en prenant un petit commerce dans une ville de 500, habitants, je serais jamais millionnaire là, voilà. Même si le concept marche bien, arriver à sortir un salaire, arriver à bien payer ma salariée, qu'elle soit heureuse, arriver à donner du bonheur aux éco-choix. Si j'arrive à répondre à tout ça et que dans 5 ans, on soit encore là, voilà, déjà je pense que j'aurais réussi, le projet sera réussi, quoi. On voit là les nombreux impacts donc, sociaux, économiques, de ton entreprise. Ta plus grande fierté là, au jour d'aujourd'hui,
c'est quoi? Alors il y en a peut-être au moins 2, allez 3 on va dire. La fierté de ma femme et de mes enfants. Par rapport au projet? Ouais, parce que c'était pas gagné et il y a des jours où c'est complexe et quand voilà, aujourd'hui, mon épouse qui est entrepreneuse est hyper fière de ce que j'arrive à faire alors que, je le répète, quand on est journaliste à 35 heures, on se rend pas compte de l'ampleur du truc. Donc la fierté de mes proches, j'ai beaucoup de collègues journalistes qui viennent me voir et me disent: «David, tu hyper courageux ce que tu fais», parce qu'ils me disent: «Moi, j'aurais été incapable». Heu, voilà, c'est le regard de mes proches déjà de me dire, «C'est chouette ce que tu fais, c'est chouette que tu y parviennes» et on est voilà. Hem, Après, il y a aussi toute la fierté que je lis la fierté, le plaisir que je lis dans les yeux des gens qui viennent nous voir et ça, je pense que c'est hyper important aussi. Le maire est hyper content parce qu'il me dit: «Nous, dans les communes autour et ben, c'est pas aussi facile». Toujours, il y en a qui ça marche très bien, des petits commerces. Il me dit: «Mais moi, nous, on a de la chance parce que toi, Anne, au bistroquet, et ben, c'est quelque ça répond à nos attentes et on fait un peu rayonner, on a de l'impact, comme tu dis, sur la vie écochoise et le plus grand bonheur, moi, c'est quand il y a quelqu'un qui va jamais au restaurant et qui vient manger, un petit couple de retraités, qui viennent manger, qui me disent: «Bah, on a passé un super moment» et qui me disent: «Merci pour ce que vous faites à Écoche». Et ça, voilà, c'est pour moi, ça donnait du bonheur, c'est l'essentiel. Ça me donne du bonheur, en fait, je trouve que c'est vertueux et voilà et je pense aussi à ma salariée et à Anne qui est cauchoise depuis 1 an et demi et qui en fait, on peut être de la ville et arriver et trouver, un équilibre, dans la campagne. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je suis ravi de vivre à Écoche aujourd'hui et trouver un boulot qui nous enrichisse aussi à la campagne et ça, c'est une réalité. Il n'y a pas que le bien-être de vivre, sans la pollution, sans le stress, quotidien, et voilà et je pense qu'elle, je suis fier aussi de voir, qu'elle soit contente de travailler, pour le bistroquet et donc voilà, c'est le bonheur que ça donne, qui est pour moi, ouais, ma plus grande fierté, ouais. Terminons ce podcast par quelques, considérations, plus personnelles. Ouais. Quel est ton plat préféré, David, à cuisiner? Ah! À cuisiner, moi j'aime bien faire des mijotés parce que Parce que ça met en avant la viande locale. J'ai un super, de l'épaule de cochon, qui est super bonne, de Rémi et Céline, voilà, Fleur de Lierre et donc je trouve qu'on peut faire des civets, on peut faire des plats mijotés, c'est génial et comme, voilà, une purée maison avec des pommes de terre locales, je trouve que ça c'est super et puis je chiade bien mes desserts. C'est-à-dire que pour moi les desserts, c'est hyper important que c'est le dernier plat. Donc quand on sort du resto, la dernière chose doit être: c'était moyen, mais le dessert était vachement bon. Donc on reste sur quelque chose de positif et puis j'en parle avec les clients quand je vais en salle. Donc c'est important, Et les à manger? desserts. À manger, bah, j'aime bien mon fondant, j'ai un cheesecake. Comme j'étais journaliste, j'ai gardé énormément de liens avec des anciens chefs ou des amis qui cuisinaient et du coup, il y a beaucoup de mes recettes qui sont des recettes que j'ai reprises. J'avais une amie qui tenait, Tonka à la Croix-Rousse, elle m'a donné son cheesecake. J'ai un ami chef, qui m'a donné sa recette de tiramisu. Et je trouve ça hyper bien de remettre en avant les produits des uns et les autres et ça me gêne pas de dire, bah c'est pas voilà, c'est pas ma recette. Moi, je l'adapte, mais c'est la recette d'un tel ou d'un tel et bah, parce que c'est rendre à César, ce qui appartient à César. D'accord. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un chef ou 2, dont tu voudrais parler, qui t'inspire spécialement? Bah, je pense que, pour le coup, Paul Bocuse a vraiment joué un rôle, de démocratisation de la cuisine. Il sortait de voilà, les cuisines ouvertes, c'était lui, et puis c'est Lyon, hein, quand même, c'était, je veux dire un peu une icône, de la cuisine, et pour autant, c'était, de la cuisine simple. Faut pas oublier, voilà, c'est les mères lyonnaises qui lui ont appris à cuisiner et je pense que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est de la cuisine sans prétention et c'est pour ça que c'est un bistrot et pas un restaurant. Moi, c'est un plat mijoté, la plupart du temps, ou, heu, ou des plats marinés donc comme c'est simple, on revient sur de la cuisine de terroir, sur de la cuisine familiale. Tu me parlais de la différence avec la maison. Moi, je cuisine comme à la maison, en fait et voilà, si jamais tu veux quelque chose d'hyper fin, hyper pointu, bah, faut pas venir chez moi. Moi, c'est
Pas dire que c'est grossier parce que c'est un peu mais c'est quelque chose de relativement simple. Je ne suis pas un cuisinier, c'est pour ça que les banques m'ont refusé. Je ne suis pas un cuisinier de formation. J'ai pas de CAP ni de BEP de cuisine. Pour autant, je suis un amoureux de la cuisine et pour autant, je pense que, je fais de la cuisine aussi bien que certains chefs. Heu, voilà, donc Paul Bocuse, certainement, voilà, par son aura et par, voilà, par ce qu'il m'apporte. Après, Corinne, qui était celle qui est venue me remettre le pied à l'étrier, alors, elle a tenu un gîte pendant 15 ans et elle cuisinait dans le gîte, donc elle aussi, c'était une cuisine très familiale et je trouvais ça hyper bien qu'elle revienne avec moi pendant un mois pour me redonner les rudiments, parce que moi j'étais un peu rouillé quand même. Surtout aussi pour les quantités, surtout aussi, comme tu disais, sur ta partie économa. Ça, quand tu es à la maison, tu vas faire tes courses le matin, c'est bon, tu fais ton plat le soir. Là, moi, je dois prévoir pour toute la semaine. Donc c'est très compliqué les stocks, la gestion des stocks, c'est complexe et elle m'a beaucoup aidé, là-dedans. Donc Corinne Paquet, qui tenait le gîte L'Éterlot à Saint-Gervais. Sans parler des normes d'hygiène. Alors ça, c'est la chose la plus complexe aussi, quand on en fait, le bar, épicerie, restaurant, c'est complexe parce qu'il y a bar, il y a épicerie et il y a restaurant. C'est donc 3 entités et c'est ce qui est le fait le plus fatigant pour moi. Moi, j'ai de la chance, Anne m'aide pour, l'épicerie, elle m'aide pour le bistrot, les gestions de stock, on les fait souvent ensemble et pour la cuisine, c'est moi tout seul et c'est la première partie et donc il y a l'hygiène associée à tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, les normes d'hygiène sont de plus en plus claires et restrictives et même si on veut bien faire, tout bien faire, c'est compliqué. Il y a les allergènes, donc on essaye de dire, voilà, ben, on a ça, attention. Il y a les sans gluten, il y a les donc on essaye d'être hyper attentif et puis, là, je parle, uniquement de le rapport, avec le consommateur, mais il y a aussi, les frigos, nettoyer le frigo, il faut que la cuisine soit nickel, donc ça veut dire que c'est du travail. Le chef cuistot n'a pas terminé, moi je suis tout seul. J'ai pas fini à 14 heures. J'ai 1 heure de nettoyage de cuisine derrière et c'est des choses, voilà, auxquelles, eh ben, il faut que voilà, si un jour je suis contrôlé, ce qui arrivera et ce qui est normal, j'ai un endroit qui est beau, qui est le plus propre possible, mais qui probablement pas parfait parce qu'il y a beaucoup de choses et pour autant, on fait notre maximum pour que, les gens, mangent de manière, saine et saine. Voilà. Pour échapper à ce quotidien qui est lourd, malgré tout, c'est beaucoup d'heures de travail, on en a parlé. Est-ce que tu as des routines, des hobbies? Est-ce que tu as le temps, heu, aujourd'hui de voilà, quelle discipline, tu as en dehors? Si tu en as une, est-ce que tu peux la partager avec, nos auditeurs? Je pense qu'il est indispensable de se trouver, de sortir de la cuisine, ça je le fais, mais de sortir de son lieu de travail. Moi, le bistroquet, et ça je le sais pendant au moins 1 an, donc c'est, heu, c'est tous les instants et pour autant, moi j'ai une maison qui est pas loin, je suis à 1,5 km donc du bistroquet. Il est indispensable d'avoir des échappatoires pour son déjà pour son équilibre intellectuel, pour, et physique donc je m'astreins à faire un peu d'exercice le matin, le lundi sur mon jour de repos, je prends mon VTT électrique et je vais, me faire, 2 heures de balade pour m'aérer, parce que c'est indispensable. Heu je là, les nuits sont longues pendant tout l'hiver, donc j'ai pas pu, le matin, je pars, il fait nuit, le soir, je rentre, il fait nuit, donc là, les beaux jours arrivent. Donc je pense que le soir, si je peux, je vais aller ou courir ou au moins marcher ou, en automne, faire les champignons, pendant 1 heure parce que je trouve ça passionnant et puis c'est des trucs que je peux, aussi, cuisiner ou chercher des voilà, mes petits aromates, dans le jardin, pour faire ma menthe, que je déshydrate et tout pour la cuisine. Donc je vois il faut en tout cas avoir des échappatoires. Moi, j'écoute un peu de musique quand j'ai le temps, au bistroquet, mais même en dehors avec mes vinyles et puis oui, le sport parce que c'est l'équilibre. Il faut arriver à s'équilibrer. Si jamais on fait pas ça, on évite de bouffer et tenir un bistrot sans boire, c'est aussi la clé. Voilà, Tu y arrives? j'y arrive parce que c'est pour moi même indispensable. C'est l'hygiène de vie, quand on tient bar, épicerie, restaurant, si on veut durer, il faut une hygiène de vie irréprochable. Les Donc clients ne te poussent non, pas les à clients partager un proposent, verre? ils proposent et Comment tu refuses? ah ben, je refuse pas, je bois un sirop.
Voilà, un sirop, je bois un sirop, et puis, parce que si jamais il y en a un qui me dit: «Ah!» et que je dis: «Oui» pour un galopin ou un verre de vin, et ben, celui qui est là-bas et qui me voit et qui entend et quand il me le propose, je lui dirai non, il va dire: «Ah ben, tu as dit oui à lui, tu dis non à moi?» Donc c'est oui pour tout le monde avec un sirop, et ça m'empêche pas moi aussi de mettre mes tournées, parce que ça fait partie du deal, et je pense que c'est indispensable, mais voilà, hygiène de vie aussi, et le plus irréprochable possible. Tu me disais tout à l'heure que tu avais été aussi à bon niveau dans l'athlétisme. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, bah, c'était quand j'étais jeune, j'ai fait du 800 mètres et du 1500 mètres, à relativement haut niveau. J'ai fait championnat de France, en scolaire, j'ai été médaillé. On a fait un championnat d'Europe. J'ai fait là aussi, en universitaire, championnat de France plusieurs fois. C'était pour moi un équilibre de vie. Heu, bon, avec les études, au bout d'un moment, c'est devenu le haut niveau a disparu, mais ça reste. Je pense que le sport, reste quelque chose de primordial, su pour un équilibre. En tout cas, moi, dans mon métier, si j'ai pas, si je m'aère pas par le sport, donc le vélo aujourd'hui, ou la course à pied ou, même un peu d'exercice, hem, je pense que ça va être très difficile de tenir sur la durée. Il faut, moi, je conseille à tout le monde et puis les jeunes encore plus, il y en a qui veulent faire, gardez-vous, un sas qui n'a rien à voir avec le métier. C'est C'est indispensable. c'est, aujourd'hui, un jeune qui se lance sur le marché du travail, est-ce que c'est un conseil, Ah, que oui. tu donnerais? Indispensable. Il faut être capable de sortir de son travail. Si jamais vous le faites pas, d'abord parce que ça permet de voir son travail différemment. Moi, quand je cours, ça me permet de penser à plein de choses. Je peux penser à mes recettes, je peux penser à, j'en sais rien, à ce que j'ai raté dans la journée ou ce que j'ai réussi ou au bon moment, mais différemment quand tu es là-bas ou quand tu es, la tête, voilà, dans le guidon et que tu penses qu'à ça. Heu, le sport est pour moi le moyen, ouais, en effet, de tenir sur la durée. Parce que, mais ça peut être la musique, hein, moi j'ai ma fille qui fait du piano, voilà, elle s'aère, elle, par le piano, et ouais, je pense que je faisais un peu de piano quand j'étais gamin. Je me dis que, voilà, je vais aussi me remettre en piano pour, peut-être le soir, quand l'hiver, par exemple, je pourrais pas aller courir parce qu'il fait nuit et froid, trouver autre chose. Mais des échappatoires. Ah ouais, il faut des échappatoires pour pouvoir avancer, ouais. Tu parlais musique, est-ce que tu en passes dans ton bistrot? Mmh. Qu'est-ce que tu passes comme musique et est-ce que toi, quels sont tes goûts? Alors la musique est indispensable. Je vis, un peu pas par et pour la musique, c'est un peu excessif parce que je suis pas musicien, je l'ai jamais été vraiment, mais je suis un passionné. Je m'amusais à passer mes disques, en soirée quand j'étais gamin, voilà, ça oui. Mais, je pense que pour un bar, c'est aussi mettre une ambiance. C'est-à-dire que moi je trouve très triste les lieux où tu arrives où il y a que du silence. Et là, on peut être, dans mon lieu, s'asseoir, discuter, puis hop, entendre une chanson qu'on connaît ou qu'on connaît pas et dire: «Ah ça j'aime bien». D'abord c'est aussi des sources de discussion entre les gens à table. «Ah bah oui, ça tu connais? Non? Ah bah tiens, bah moi je l'ai vu en concert» et cetera. Donc la musique est vraiment fait partie du lien social, voilà. Après, moi ce que j'aime, je ne le mets pas systématiquement, moi je suis fan des années 80, notamment de la disco italienne, c'est quelque chose d'hyper pointu. Je vais pas imposer ma disco italienne aux autres. D'abord parce que sinon je ferais fuir beaucoup de monde. Heu, je peux en proposer un peu, sur des blind tests, parce qu'on fait quelquefois des blind tests et que les années 80, c'est quand même quelque chose qui plaît à tout le monde. Maintenant, passer des années 80 toute la journée, ça serait hyper lassant. Non, on essaye d'avoir des playlists un peu différentes, pas mal d'acoustique parce que je trouve que la musique acoustique, bah, c'est reste reposant et puis ça s'y prête bien. On n'est pas dans les musiques d'ascenseur quand même, mais il y a beaucoup, sur les plateformes aujourd'hui, de morceaux ou des reprises acoustiques, un peu de folk, un peu aussi de R&B ou de voilà, sur les anciens comme Aretha Franklin ou Nina Simone ou la Motown et puis un peu sur les récents comme, Teddy Swims ou les Black Pumas. Je trouve que c'est des musiques qui sont chaudes, chaleureuses et hyper agréables à écouter sur des lieux comme, des bars ou des restos. Est-ce que tu as un auteur préféré, David? Ou Un un auteur, livre à alors, conseiller? mmh, moi je lis beaucoup de polars. C'est, voilà, parce qu'au Progrès, quand j'étais au Progrès, je faisais la bande dessinée et les polars. Alors la bande dessinée,
pour en parler sur des auteurs, mais c'était plus sur les personnalités. Alors en littérature même, j'aime bien Olivier Norek, je lis pas mal d'Olivier Norek en ce moment. J'ai fait plusieurs fois des interviews de Jean-Christophe Granger et je trouve qu'il écrit du polar, mais d'une manière différente. C'est un littéraire à la base, donc c'est lettré, c'est-à-dire c'est pas du polar, de gare, roman de gare. On est sur du polar, hyper, pointu. C'est un ancien journaliste hyper pointu. Je peux parler, ouais, aussi de Franck Tilliez que je trouve, vraiment hyper intéressant et Pierre Lemaitre, qui est peut-être, le plus complet, qui est capable d'avoir fait, les polars les plus, durs psychologiquement que j'ai lus. Voilà, Europe de soirée, qui est improbable, Cadre noir, qui est juste incroyable et d'avoir fait, Au revoir là-haut et tous des pans de l'histoire, des gros livres qui peuvent paraître, rebutants tellement ils sont épais, mais en fait, ils sont passionnants. Il a une écriture hyper passionnante et donc, Au revoir là-haut, par exemple, qui est le Goncourt qui l'a fait connaître du grand public, hem et toutes les suites qu'il en a fait, en fait, un peu comme Ken Follett, il est capable de parler d'histoire ou en tout cas de remettre l'histoire dans des romans et ça, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Dernière question, David. Si tu avais la possibilité de passer 1 heure de ton temps avec la personnalité de ton choix, que cette personnalité soit vivante ou décédée, laquelle serait-elle et pourquoi? Alors ça va être le jeune coureur qui va parler. Quand j'étais gamin, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé Marcel Cerdan pour l'histoire, après, sa vie tragique. Mais je citerai alors que j'étais pas fan de boxe et cetera, j'ai beaucoup aimé, John McEnroe pour, son jeu de tennis incroyable et tout. Mais bon, et son caractère pourri aussi. Mais je choisirais Sébastien Coe. Alors, d'abord, c'est l'athlète qui parle. Il faisait du 800 mètres et du 1500 mètres comme je faisais et c'était la grande époque, du demi-fond anglais. Je l'ai jamais vu en vrai. Fait plein de meetings où j'ai vu des grandes stars, mais lui, je l'ai jamais vu en vrai et c'est un athlète qui était vraiment un gros travailleur et puis surtout qui était brillant puisqu'il était prof en université et qui a permis quand même par son action, à Londres d'avoir les Jeux olympiques. Donc je pense que c'est quelqu'un qui non seulement était un athlète accompli, mais avec beaucoup de rigueur et qui aurait certainement beaucoup à m'apprendre sur, là on parle d'entrepreneuriat, mais la capacité qu'il a eue d'être athlète et d'être autre chose qu'un athlète. Puisqu'il était, capable le week-end de courir et puis, bah, de donner ses cours, aux élèves, en université et derrière d'avoir eu une vie post-sportive hyper remplie. Donc j'aimerais bien, ouais, parler de tout ça, parler du fait qu'il ait couru 800 mètres et qu'il ait jamais eu, de médaille olympique. Enfin, il a jamais été champion olympique sur 800 mètres et qu'il a été par contre champion olympique sur 1500 mètres, qui était pas sa distance phare. Enfin voilà, parler de cette passion de jeunesse avec lui, ouais. Merci beaucoup, David, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé dans Impact Podcast ton aventure entrepreneuriale. Merci de ton accueil. Rendez-vous à Écoche, au Bistrot Quai, du mardi au samedi. Voilà, tu es le bienvenu pour venir, goûter, ma cuisine et la cuisine de mes petits producteurs, quand tu veux. Avec plaisir. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité dans Impact, le podcast. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode d'Impact, le podcast de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles, cela aide à faire connaître le podcast. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube et plein d'informations sur notre page LinkedIn. À très vite sur Impact le podcast.